L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsé, vous présente Si on parlait. Ouais, parce que c'est important de regarder aussi ce qui se passe près de chez nous. Télé Grenoble vous donne la parole tous les jours du lundi au vendredi à 19h15, 20h15 et 23h15. Aujourd'hui, avec nos invités, on va parler du concours Ma thèse en 180 secondes et prendre un peu plus de temps pour évoquer Carmen, le nouveau spectacle de la Fabrique Opéra présenté au Summum. Et pour parler de ce sujet, je reçois Denis Jongmans, directeur du collège doctoral de la communauté universitaire grenobloise. Bonjour, bienvenue. Bonjour. À côté de vous, Guillaume Plassans, un thésard, membre du jury du concours Ma thèse en 180 secondes, dont on va parler tout à l'heure. Bonjour. Bonjour. C'est un concours que vous avez remporté il y a 2 ans d'ailleurs. Et puis Patrick Souillot, chef de l'orchestre universitaire de Grenoble. Comme ça, il y a un lien aussi avec la fac. Absolument. Bonjour. Et puis vous êtes aussi chef d'orchestre de la Fabrique Opéra. Patrick, qui est une association qui a été créée il y a quelques années pour développer le concept d'opéra coopératif. Absolument. C'est quoi un opéra coopératif ? Eh ben, c'est un opéra. D'abord, faire un opéra, c'est pas un événement génial. Il y en a plein qui se font dans le monde. Donc, chez nous, ce qui est important, c'est la manière dont on le fait et le fait qu'il soit coopératif. C'est-à-dire qu'on associe toutes les compétences qu'on n'a pas, nous, musiciens. On va les chercher dans des lycées techniques, des centres d'apprentissage, ou d'autres établissements où il y a toutes les compétences qu'on n'a pas pour réaliser coiffure, décor, maquillage, costume, etc. Voilà. Alors, ce sont des établissements de l'agglomération grenobloise ? Oui, essentiellement. Après, selon les dispositifs scéniques qu'on a tous les ans, on peut aller chercher des compétences ailleurs. Mais l'idée, c'est vraiment de donner la chance à tous ces jeunes de montrer l'or qu'ils ont dans les mains, parce que je pense vraiment qu'ils ont des talents incroyables. Et tous les ans, ils nous bluffent depuis plus de 10 ans maintenant. Et c'est à chaque fois, évidemment, un parcours artistique, mais aussi pour eux, une expérience professionnelle assez dingue, quoi. Alors on voit par exemple les lycéens d'Argouges sur l'atelier confection de costumes. Il y a le maquillage également avec l'école académie. Il y a beaucoup de costumes, par exemple, cette année. Énormément de costumes. Ça dépend du metteur en scène. Et oui, ils travaillent mais vraiment comme des fous. Alors, c'est pas seulement la quantité, c'est aussi la qualité. Et puis surtout, c'est eux qui nous racontent l'histoire à travers ces costumes. C'est eux qui les ont créés. On n'arrive pas avec une commande. C'est pas du tout le... Il y a des échanges. C'est d'ailleurs pour ça que c'est coopératif. C'est parce qu'ils sont une véritable partie prenante. Ils conçoivent avec nous le spectacle, toujours dans la ligne directrice et esthétique du metteur en scène, mais ils sont des véritables partenaires. À la base, ces jeunes étudiants, ces jeunes lycéens, ils n'ont pas forcément une très grande culture de la musique classique ? En tout cas, c'est pas forcément la musique qu'ils écoutent, ouais. C'est à peu près certain. Par contre, on s'aperçoit qu'au bout du process, ils ont changé complètement d'avis sur l'opéra. C'est-à-dire que ce qui était vieux, suranné, très, très élitiste et bourgeois, en fait, ils commencent à comprendre et souvent, ils aiment. On en a même vu qui en téléchargeaient, donc tout est ouvert. Alors, sur ce principe, vous avez créé à peu près un opéra par an. Je crois que c'est ce qu'on fait, le 11e cette année. L'an dernier, vous aviez mis en scène La Bohème de Puccini. Là aussi, il y avait beaucoup de monde sur scène. Oui, parce qu'on essaie de prendre des œuvres dans lesquelles il y a beaucoup de chœur, parce que le chœur est un élément associatif très dynamique, et ça fait partie de notre stratégie de communication. C'est pas seulement d'être sur des visuels, etc. C'est que ça appartienne vraiment à tout le monde. Donc plus il y a de personnes qui travaillent ou qui participent à cet événement, et plus on en parle pendant 6 mois dans toutes les familles de l'agglomération, du département. Donc c'est ça qui fait que ça devient populaire, ça appartient aux gens aussi. Alors c'est un mélange d'amateurs et de professionnels en fait, cette fabrique. C'est pour moi un cercle vertueux, c'est-à-dire que les professionnels, tous les artistes sont professionnels, tous les solistes sont professionnels, tous les techniciens du spectacle sont des professionnels, bien évidemment, amènent évidemment leur savoir-faire et les amateurs amènent leur fougue, leur envie de faire, que parfois nous on a un petit peu oublié parce que on enchaîne les productions, et ça à chaque fois ça marche, c'est-à-dire que les professionnels retrouvent cette énergie et cette envie de faire, et puis leur niveau intellectuel, artistique et d'exigence porte tout ça vers l'excellence, donc c'est un système assez vertueux. Alors cette année, c'est Carmen
qui sera présenté dans quelques jours sur la scène du Summum. Carmen, on peut dire que c'est le numéro 1 du top 50 de l'opéra et de la musique classique, si ce top 50 existait. C'est le premier opéra joué au monde, et pour une raison très simple, c'est qu'il est d'une perfection absolue, notamment entre la dramaturgie et la musique. Il n'y a pas un moment où vous vous dites tiens, ça pourrait être plus court, ça pourrait être plus long, et puis pourquoi il a mis un chœur à ce moment-là, et pourquoi c'est pas... Non, il y a une espèce de mécanique, une espèce de logique, très clairement, à l'intérieur du déroulé et dramaturgique et musical, qui fait qu'on ne s'ennuie jamais. Et puis il y a aussi la nature même des personnages, qui sont des personnages qui nous parlent. Ils nous parlent plus, en tout cas, que quand Haendel nous parlait de Samson ou de je ne sais qui. C'est des personnages qui ont bien vieilli, qui sont entre guillemets d'actualité aujourd'hui. Qu'on peut toucher, et c'est tellement d'actualité que on a resitué Carmen, non pas en 1875, mais en 1950 sous Franco. Voilà, donc, mais ça prend... les personnages sont les mêmes, bien évidemment, mais ça donne une nouvelle couleur à tout cet environnement. Puis Carmen, je disais, c'est des tubes, on peut les appeler comme ça, même si on est dans le domaine de la musique classique. Moi, je mesure ça à l'efficacité de la musique. Quand vous retrouvez de la musique dans les pubs, en général, c'est bon signe. C'est plutôt bon signe. Et Carmen, vous en avez quand même à peu près à tous les étages. Malheureusement, c'est pour des croquettes ou pour de la lessive. Mais bon, on fait ce qu'on peut. Hein. Le pauvre Georges n'en sait rien, paix à son âme. Georges Bizet, le compositeur. Je vous propose d'écouter quelques airs de Carmen, pas à travers des pubs, mais à travers votre orchestre, l'Orchestre universitaire de Grenoble. J'essayais de vous imiter en train de... C'est vrai qu'on a tout de suite envie de chanter, presque de danser sur ces airs qu'on connaît tous. Oui. Et puis, vous quittez l'ouverture et vous enchaînez tout de suite avec le premier chœur et vous dites « Ah, mais oui, mais ça aussi, j'ai entendu ». Et puis, vous arrivez au bout de 3 minutes sur la habanera et là, vous dites « Ah, mais c'est là-dedans ? Ah, mais formidable », etc. C'est vraiment une enfilade de pièces connues ou au moins d'airs qui sont vraiment la propriété maintenant de tout le monde. Cet orchestre qu'on vient de voir, c'est celui que vous dirigez tout au long de l'année ? Oui, bien sûr. On a 3 gros programmes, dont le deuxième est la collaboration avec la Fabrique Opéra. On travaille avec d'autres chorales. On essaie de toucher à peu près à tous les styles musicaux. On a fait de la chanson française. On va refaire un système de chanson française la saison prochaine. Le prochain programme sera un programme autour de Piazzolla, une pièce qui s'appelle Missa Tango de Luis Bacalov. Voilà, on essaie qu'il y en ait pour à peu près toutes les esthétiques, toutes les périodes, parce qu'un orchestre symphonique, ça ne joue pas que de la musique classique, ça se prête aussi à d'autres styles de musique. Tous les musiciens sont étudiants, universitaires, comment ça se passe ? Alors, il y a évidemment beaucoup d'étudiants, il y a des universitaires parce qu'il y a des profs, il y a du personnel aussi des universités, il y a aussi des anciens étudiants qui sont restés à Grenoble parce qu'ils ont trouvé du travail, on n'allait pas les jeter comme ça. Et puis, il y a un encadrement professionnel, donc qui sont des musiciens professionnels, qui sont soit professeurs dans les conservatoires ou écoles de musique, ou des musiciens qui vivent essentiellement de leur pratique instrumentale, et qui sont là toutes les semaines pour former et redonner un petit peu de technique à tous ces jeunes qui, souvent, pendant 2-3 ans, pendant les prépas, ont laissé leur instrument dormir tranquillement, ce qui est bien compréhensible. Mais en tout cas, ce qu'ils ont acquis mérite d'être valorisé et d'être utilisé pour leur bien-être. Et c'est quand même plus sympa quand on fait du violon, de refaire du violon au sein d'un orchestre plutôt que de reprendre tout seul chez soi dans sa chambre d'étudiant. C'est un petit peu... Ouais, c'est difficile, quoi. C'est vraiment très, très compliqué. La première de Carmen, c'est dans 2 jours, oui. Vendredi 30 mars au Summum. J'ai quelques images des dernières répétitions dans votre hangar fétiche de Moirans. C'est une véritable fabrique, il n'y a pas de doute.
Donc là, c'est Carmen, hein, j'imagine. Ça, c'est Carmen et Don José. Donc Marie Gautreau et Papuna Tchouradze, deux artistes formidables. Donc Marie a déjà travaillé beaucoup avec nous. Papuna Tchouradze, c'est la première fois qu'il vient à Grenoble et c'est un ténor vraiment qu'on a découvert et qui est hors pair, vocalement et deuxièmement théâtralement. On le voit ici avec Gilles Galliot, qui est le metteur en scène. Il lui apprend à étreindre Carmen comme il faut. Ouais. Il n'y met pas assez de fougue pour... C'est surtout, il lui apprend à accepter les câlins de Carmen. Hein. Voilà. Parce que c'est vrai que Carmen est très câline. Oui, elle est sensuelle, elle est très sensuelle. Hein. Oui, bien sûr. Combien d'artistes mobilisés sur ce spectacle ? Écoutez, il y a une bonne centaine de choristes, dont certains de la fac de musicologie. Ensuite, il y a le chœur des enfants, donc c'est 2 fois 25 enfants, 2 groupes de 25. Ensuite, il y a 80 musiciens dans l'orchestre. Et puis, tous ceux qu'on ne voit pas, évidemment, coiffure, costume, décor, maquillage, les coulisses, les régisseurs plateau, tous les techniciens qui font la lumière, le son, etc. etc. Donc oui, c'est une ruche. Alors, on ne travaille pas tous ensemble, mais au bout du compte, c'est bien 700 personnes qui sont concernées par l'opération. Alors, il y aura 4 représentations pour attirer des milliers de spectateurs. Je crois qu'il y a d'ailleurs certaines des dates qui sont déjà complètes. Alors, la dernière, le 3, mardi 3 est complet, mais il reste des places pour samedi, dimanche notamment, et peut-être quelques-unes pour vendredi. Ouais, vendredi soir, puis samedi, dimanche, en fin d'après-midi. Voilà, à partir de 17h30. c'est pour les familles, samedi, dimanche. Ouais, je précise que Télé Grenoble captera la dernière soirée, Absolument. celle du 3 avril, et qu'on vous la proposera dans quelques temps, le temps de monter tout ça, sur notre antenne. Mais bon, il faut le vivre en live. Hein. Oui, L'opéra, c'est comme les émotions beaucoup de spectacles du spectacle vivant, oui, c'est unique. C'est bien la télé, mais c'est mieux. Ouais, bien sûr. C'est mieux en salle. Est-ce que vous avez des thésards dans cet orchestre universitaire? Alors, Patrick je peux pas vous dire très exactement si j'ai des thésards. Potentiellement, oui. En tout cas, je sais que j'ai des anciens thésards parce que je suis allé à leur soutenance. J'ai rien compris, mais eux l'ont eu. Donc, je pense que c'était vachement bien. Bon. Maintenant, il y a un concours qui existe pour mieux comprendre les travaux de recherche que mènent les thésards. On va en parler de ce concours. Nous, on a le plaisir d'avoir sur ce plateau un thésard, Guillaume Plassans. Alors, plus vraiment, hein, puisque hier c'était encore bon, aujourd'hui vous ne faites plus partie de cette communauté. Depuis 3 heures à peu près, je suis docteur, donc je suis plus thésard, non. C'est-à-dire que vous avez soutenu votre thèse aujourd'hui? Oui, j'ai soutenu ce matin, donc depuis midi 3, on va dire, je suis devenu docteur. On voit la différence. Ah oui, tout de suite. Tout de suite. Tout de suite, ça change un homme. Hein. C'était quoi l'intitulé de votre thèse? Patrick évoquait ces thèses qu'on a du mal à comprendre. Est-ce que vous faites partie de cette catégorie? Le sujet n'est pas si complexe, on va dire. C'est la vérification conclusive et formelle des propriétés pour des systèmes multi-horloges. Bien sûr. Pour faire simple, j'essaye de m'assurer que votre téléphone fonctionne correctement et qu'il ne redémarre pas ou qu'il ne crache pas sans arrêt. Bon, ça passe. Voilà. On voit le côté pratique. Mais c'est vrai que c'est souvent ce qu'on peut reprocher aux thèses. Il y a un côté très, très abstrait. Denis, vous chapeautez l'ensemble du corps doctoral. Donc, c'est ces étudiants qui, après la thèse, deviennent des chercheurs, des docteurs. On a des docteurs qui ont plusieurs possibilités de carrière professionnelle, que ce soit dans le monde académique, de la recherche publique, ou bien de la recherche privée, ou dans des organisations qui peuvent être extérieures, non académiques, comme des musées par exemple, hein, ou bien aussi dans des collectivités territoriales. C'est le dernier stade de la formation universitaire, la thèse. Il n'y a plus rien c'est derrière. ça, c'est le plus haut diplôme qui est décerné par les universités en France ou dans le monde d'ailleurs. Hein, donc c'est le doctorat, donc qui était au niveau de Bac plus 8, et c'est ce qui permet d'avoir une insertion dans une série de domaines très vastes, hein, puisque ça couvre l'ensemble des domaines de la recherche scientifique, des sciences humaines et sociales, jusqu'aux sciences pour l'ingénieur et aux sciences pures et dures. Qu'est-ce que vous allez faire, docteur, maintenant que vous avez votre diplôme en poche? En fait, j'ai déjà signé un CDI, donc je suis ingénieur en recherche et développement dans le privé. Très bien. Il y a du chômage chez les docteurs en France et à Grenoble notamment? Il y en a, mais très peu, puisque après 5 ans, il y a 95% des docteurs qui ont un emploi. Alors il y a toujours un petit pourcentage qui sont en recherche d'emploi, mais qui sont réorientés vers d'autres domaines, hein, ou d'autres voies. Mais globalement, c'est quand même très très bon. Et il y a 10 ans, il n'y a plus que 2 ou 3% de personnes qui n'ont pas trouvé d'emploi
parmi les docteurs. Une thèse, en général, c'est 3 ans. C'est 3 ans, oui. C'est pour ça que ça amène de bac plus 5 à bac plus 8. Oui. Jusque-là, j'arrive à suivre. 5 plus 3, Ouais, 8. Bien. Ça représente, il y a combien de thèses qui sont conduites chaque année Alors, ici, donc, sur l'Académie de Grenoble, il y a 3500 à 3600 thésards en instantané. Et chaque année, il y a 750 à 800 thèses qui sont soutenues dans cette académie. On peut la rater, la thèse. Ça arrive, mais c'est comme relativement rare, puisqu'en fait, il y a toute une série de phases préparatoires, avec des évaluations par des jurys internationaux. Et en général, on tire la sonnette d'alarme avant. Bon, si on parle de thèse ce soir, c'est que ce diplôme de haut niveau peut aussi permettre de se donner en spectacle. Depuis 2014, il existe un concours en France qui s'appelle Ma thèse en 180 secondes. C'est un concours qui vient d'Australie. Oui, c'est ça. Donc, c'était créé en 2008 par l'Université de Queen's en Australie, par un professeur qui avait envie vraiment que les sujets de thèse qui étaient défendus dans son université soient compris par la population. Il a eu cette idée un peu révolutionnaire de dire... en 3 minutes, dites-moi ce que vous faites et expliquez-le à n'importe qui, monsieur et madame tout le monde. Et ça a pris vraiment de façon extraordinaire. Et donc par la suite, le Québec a embrayé en langue française en 2011 et c'est arrivé en France en 2014 et c'est organisé actuellement donc, par le Centre national de la recherche scientifique et la conférence des présidents d'université. Alors il y a des sélections, une étape régionale qui aura lieu cette semaine demain à Grenoble. Puis après il y a une finale nationale. Là on voit même des images de la finale internationale avec l'an dernier une grenobloise qui a séduit le public. Oui, tout à fait. Elle a eu le prix du public, c'était à Liège. Elle a eu le prix du public donc au niveau international. C'était une très grande fierté pour nous. Et auparavant, elle avait gagné effectivement à la fois le prix du public et le prix du jury au niveau national. Voilà, elle s'appelle Sabrina Fadloun et sa thèse s'intitule « Étude d'un procédé de dépôt de cuivre par MOCVD pour la réalisation de via transversant à fort facteur de forme pour intégration 3D ». Je suis obligé de garder ma fiche là parce que j'ai rien rajouté là. C'est vrai que vous êtes petit joueur avec la vôtre. C'est vrai. Guillaume, je vous propose d'écouter 60 secondes des 180 secondes qui ont permis à Sabrina de l'emporter notamment lors de l'étape grenobloise. Alors vous savez tous que la distance la plus courte entre un point A et un point B, c'est évidemment la ligne droite. Par exemple, si on veut grimper au dernier étage d'un gratte-ciel, c'est quand même plus rapide et direct de prendre l'ascenseur pour avoir accès à tous les niveaux. On peut considérer que les nombreux étages sont en quelque sorte comme connectés. Alors il faut savoir qu'en microélectronique, on a connu la crise du logement et on s'est mis à empiler les puces, les unes sur les autres, avec le même objectif, le gain de place. Alors on empile comme ça différentes fonctions, des mémoires, des capteurs d'images. Et pour les connecter, on va littéralement creuser des cylindres verticaux à travers les puces, les remplir de métal conducteur pour pouvoir transporter le signal électrique vers tous les niveaux. Ce chemin en ligne droite permet de réduire le temps de parcours du signal électrique. Concrètement, ça se traduit par une réactivité. Par exemple, sur un smartphone, on aime bien jongler entre les différentes fonctions. Photo, mail, GPS, en une fraction de seconde. Alors vous allez me dire, le signal électrique, il pourrait prendre les escaliers. Mais c'est vrai, ça marche. Mais ça s'appelle un Minitel. Voilà, alors c'est vrai qu'elle nous accroche, oui, Sabrina, on a envie d'aller au bout de ces 3 minutes. Guillaume, vous aussi, vous avez fait comme Sabrina, seul en scène avec votre sujet de thèse pour essayer de séduire le public. C'était compliqué ou finalement vous étiez assez à l'aise ? On va dire qu'on s'inspire de sa famille quand on écrit notre texte. À force d'expliquer à sa famille qui ne comprend pas forcément notre sujet, on prend des réflexes, des analogies, on trouve des manières d'expliquer au grand public pour des personnes qui connaissent vraiment absolument rien du domaine. Et à force d'analogie et aussi un peu de théâtralité dans l'exercice, on arrive à faire passer un message. Alors là, on vous voit sur scène il y a 2 ans. Je crois que vous faisiez du théâtre avant de faire une thèse, donc ça a dû vous aider. Oui, c'est sûr. Enfin, pour moi, personnellement, le théâtre m'a énormément aidé pour ce concours, pour ma thèse, pour la soutenance que j'ai eue ce matin même. Mais pour d'autres qui n'ont pas fait de théâtre avant, je sais que la formation les aide énormément. Ça aide à l'aisance à l'oral, à prendre confiance, à savoir comment expliquer un sujet. Et ça, c'est utile dans la vie de tous les jours, pas seulement dans le monde professionnel. Donc, il faut arriver à vulgariser, c'est ce que vous faites là sur ce concours. Quand on passe la vraie thèse, là, il faut être, j'imagine, un peu plus pointu dans ces explications. On n'a pas le même public en face. On a des gens qui viennent de l'international vraiment pour nous voir, pour voir un sujet technique. Donc on ne peut pas se permettre de faire des analogies marrantes dans tous les sens. Non, il faut aller quand même dans le technique, il faut montrer qu'on maîtrise notre sujet.
Alors Denis, tous les thésards ne font pas du théâtre et de l'improvisation en parallèle de leur carrière. Donc vous avez décidé de les coacher, ceux qui vont être sur scène ce jeudi. Oui, c'est ça. Donc, ils suivent tous une formation que l'on organise avec la société Spontanez-vous, qui est une formation à l'improvisation théâtrale, en fait. On leur apprend des techniques et à communiquer, à se poser, à faire de la gestuelle, qui leur permet d'arriver à un niveau de communication vis-à-vis du public. Je dois souligner d'ailleurs que Sabrina, que l'on vient de voir, n'avait jamais fait de théâtre auparavant et était quelqu'un de timide. Et donc, en quelques mois, elle a réussi à passer à un niveau international et à avoir cette présentation qui a séduit une grande partie du public. C'est vrai que là, on les voit, c'est les candidats de l'édition 2018 en train d'être formés justement par la société Spontanez-vous. Le thésard, il a une image derrière son ordinateur, dans sa bulle, dans son monde, et pas forcément de grand communicant. Oui, tout à fait. Et donc, c'est bien pour leur apprendre ça, pour qu'ils puissent vulgariser ce qu'ils sont en train de faire, les recherches qu'ils sont en train de faire. Et d'ailleurs, il y en a plusieurs qui, par la suite, pensent à trouver un travail à l'interface entre la science et la communication scientifique en particulier. Alors Guillaume, cette année, vous allez faire partie du jury, donc c'est vous qui allez choisir parmi les candidats qu'on a vus là en train de s'entraîner, le lauréat qui aura le droit d'aller à la finale nationale. Vous avez sous les yeux, là, Denis, le futur palmarès avec quelques titres un peu éloquents. Hein. Oui, on n'a pas encore choisi. Mais, oui, en fait, c'est un peu pour illustrer la variété de thématiques. Bon, il y a par exemple, dans le domaine de la médecine, stratégie thérapeutique innovante pour le traitement de la maladie de Wilson. Donc, c'est quelque chose que à peu près tout le monde peut plus ou moins comprendre. Personne ne sait ce que c'est la maladie de Wilson, bien entendu. Mais par contre, si je prends quelque chose de beaucoup plus difficile, l'approche eulérienne de l'équation de Hamilton-Jacobi par une méthode Galerkin discontinue, je pense que personne ici autour de la table n'est capable de comprendre ce que c'est et qu'il y a peut-être 1000 personnes dans le monde qui sont capables de l'appréhender. Cette phrase. Voilà. Et donc ça va être vraiment le défi de ce jeune thésard de faire comprendre son sujet à monsieur et madame tout le monde, de nouveau, donc à 500 personnes dans la salle. C'est vrai que des fois, on a l'impression que les titres sont faits de façon peut-être volontairement compliquée. Non, ce sont les titres officiels de la thèse qui étaient déposés au moment de l'initiation de la thèse. Donc, c'est le titre officiel. On garde les titres officiels. Les titres ont besoin d'être assez précis parce qu'on fait quelque chose, on a un domaine d'expertise. Si on avait un titre trop général, il y aurait 1000 personnes dans le monde qui auraient le même titre de thèse. Qu'est-ce que vous allez mettre en avant dans votre choix pour choisir le lauréat demain? Vous savez déjà le critère qui va vous séduire en priorité, vous qui avez été de l'autre côté de la barrière? Il y a quelques critères qu'on nous conseille, on va dire, d'évaluer, comme la capacité à être accessible, à vulgariser le sujet, l'aisance à l'oral aussi. Mais au final, ce qui permet de classer, c'est le coup de cœur, en fait. C'est le feeling, c'est savoir est-ce que je le sens bien, est-ce que la personne m'a captivé, m'a permis de comprendre quelque chose, d'apprendre quelque chose. Est-ce que je ressors de la salle en ayant le sourire aux lèvres, en ayant appris quelque chose? Alors, ils seront 16 en scène demain. C'est jeudi, donc à partir de 18h à Minatek, sur la presqu'île scientifique. Un amphi, c'est ouvert au public. Tout le monde peut venir assister. C'est un spectacle. C'est gratuit. Tout le monde peut venir assister dans la limite des places disponibles, évidemment, 500 places. Donc, voilà, venez nombreux. Si vous avez l'occasion d'y aller ce jeudi, il ne faut pas rater. C'est beaucoup plus attractif que ça peut le paraître quand on lit comme ça les textes, les titres des thèses. Et puis cette soirée, elle sera rediffusée sur Télé Grenoble. C'est une première aussi, ce dimanche, 1er avril. Ce n'est pas une blague, à partir de 20h15. Vous pourrez voir l'intégralité, les 16 lauréats, les animations et puis le verdict à la fin. Merci. Nous, on va se quitter avec notre dernière rubrique. Ça s'appelle « On en a parlé ». Quand on a le temps, on essaye de vous proposer un petit suivi de ce qui se dit ou de ce qui se passe sur le plateau. On aura peut-être un extrait du lauréat la semaine prochaine après le concours. La semaine dernière, on recevait dans cette émission Jean-Marc Rochette. C'est un peintre, sculpteur, auteur de BD qui a passé sa jeunesse à Grenoble. Et ce jour-là, en arrivant dans le studio, il a croisé en coulisses un de ses copains de lycée qu'il n'avait pas vu depuis 40 ans. Et pourtant, ils avaient un petit passé en commun tous les deux. Il y a 40 ans, vous étiez ensemble au lycée, vous étiez un petit peu bagarreur. Hein. Oui, j'ai peut-être oublié parce que c'est peut-être castagné, je ne sais pas, mais en tout cas, ça... Bon, il est à côté de nous, mais... donc voilà, vous réglerez vos comptes après.
Donc voilà, c'est pas fréquent que deux personnes se retrouvent comme ça par hasard, 40 ans après, sur un plateau de télé, encore moins quand ils se sont castagnés. En plus, ils se souvenaient très bien, là, ils faisaient peut-être, mais voilà, ils s'étaient frités tous les deux. Alors, ce partenaire de baston était en coulisses, on l'a pas vu à l'antenne, sauf que le lendemain, hasard du calendrier, les caméras de Télé Grenoble l'ont retrouvé pour un concert qu'on était en train de capter. C'est lui, il s'appelle François Rollin. Je sais pas si vous le connaissez. Je me doutais que vous deviez le connaître. C'est un pianiste, compositeur de jazz, François Rollin. Qui était en concert à la Source dans le cadre du festival des Tours de Babel. Voilà, c'est lui qui s'est battu il y a 40 ans avec Jean-Marc Rochette à Grenoble, au lycée Champollion. Finalement, avec ses doigts, maintenant, il est beaucoup plus habile sur un piano qu'à la baston. Il fait quelques miracles, ce garçon, je vous confirme. Bon, voilà, petit clin d'œil, on voulait le mettre dans la lumière puisqu'on avait parlé de lui la semaine dernière, mais il restait en coulisses derrière les caméras. Et je vous signale qu'on retrouvera d'ailleurs son concert prochainement sur Télé Grenoble. Il a une chaîne YouTube, si vous voulez. Il est très autodidacte, en fait, François. Et il a fait une chaîne YouTube pour apprendre l'improvisation sur le piano quand on ne connaît pas grand-chose. Et c'est vraiment bluffant. C'est vraiment, faut aller voir. C'est super intéressant. Vous tapez François Rollin, R-A-U-L-I-N. Absolument. Voilà, et puis on le retrouvera en concert sur Télé Grenoble dans quelques temps, comme l'opéra de Carmen, une fois que les représentations du summum auront eu lieu. Et puis dimanche 1er avril à 20h15, donc ma thèse en 180 secondes. Voilà, j'ai été complet. Je salue Michel Zanini de Champs-sur-Drac qui a gagné 200 € cette semaine grâce à notre partenaire l'entrepôt du bricolage. Si vous voulez faire comme lui, il suffit de répondre à la question que vous allez retrouver juste après le générique. À demain pour d'autres aventures. L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe SAMC, vous a présenté Si on parlait.